La question directe, bienvenue sur ITV. Nous recevons aujourd'hui M. Ahmed Lo. Ahmed Lo est détenteur de Master en Intelligence Artificielle et Programme Avancé de l'École supérieure d'ingénierie en électronique et électrotechnique de Paris, promotion 91. Il est aussi aujourd'hui militant panafricaniste, membre de la section Toronto de GRILA. GRILA, c'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Il est ancien membre du FCA, Forum citoyen pour l'alternance, ancien coordinateur du comité de pilotage diaspora des assises nationales au niveau du Canada. Ahmed, bref, est un Sénégalais intellectuel qui milite pour la libération de l'Afrique. Ahmed, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, le Sénégal grouille de confrontation, pouvoir-opposition. Les débats semblent être sur un débat pour des places et pas pour changer en profondeur le pays. Quelle inspiration ça vous donne tout cela? Oui, merci Alassane pour l'invitation. Il faut dire que c'est regrettable quand même, c'est dommage parce que le Sénégal a vécu des périodes quand même dans son évolution démocratique qui a fait qu'on a eu un système démocratique qui a été stabilisé pendant une vingtaine d'années à partir du Code consensuel de 92. Ensuite, il y a eu les propositions des assises nationales qui devraient amener le système un peu plus loin. Et c'est regrettable de se retrouver aujourd'hui dans une situation plus ou moins chaotique où les projets de société qui devaient être le moteur de la compétition ne sont plus mis en avant, mais plutôt des querelles de positionnement à gauche et à droite. Parce que les enjeux aujourd'hui qui se posent sont très profonds et sont des enjeux structurels sur lesquels les partis politiques doivent se prononcer pour apporter des solutions par rapport à la situation actuelle. Donc c'est dommage que ce débat de fond n'existe pas et qu'à cause d'un système électoral plus ou moins vicié, que le débat se retourne autour d'une compétition entre coalitions politiques, des trucs comme ça, alors qu'on devait aller beaucoup plus loin dans ça. Mais à votre avis, à quoi est due cette dégradation de la démocratie sénégalaise? Pourquoi on est parti d'un modèle vanté en Afrique qui avait ses limites, oui c'est vrai, mais qu'aujourd'hui qu'on soit dans une démocratie d'invective, d'insultes, de combat au ras de pâquerette? Il faut dire qu'avec le processus de mise en place des programmes d'ajustement structurel, on a assisté à un processus de dépolitisation de la société en général. Ce qui fait que les intellectuels se sont retirés et puis les questions ont été abordées d'un point de vue purement technique, technocratique, comme la gestion du pouvoir devait être vraiment dépolitisée. Ça a eu un impact sur les offres politiques qui devaient exister, parce qu'avant, quand même, il y a eu des débats politiques qui étaient très existants au niveau des forces qui étaient présentes. Ça, c'est deuxièmement, le fait que depuis 2012, quand même, on peut regretter qu'il n'y a pas eu un consensus sur les règles du jeu. Parce que ça, c'est ce qui a détérioré un peu la situation. Quand on prend juste l'exemple de la question du parrainage, ça a été voté au forceps, parce qu'il n'y a pas eu un consensus général. Et c'est un des éléments qui nous rattrape aujourd'hui. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui nous rattrape, qui fait que la situation est un peu délétère. Et puis aussi, il y a un retrait des intellectuels qui devraient jouer un rôle moteur dans l'animation politique au niveau du pays pour proposer des solutions alternatives qui se sont retirées, comme je l'ai dit, à la suite du processus de dépolitisation de nos élites qui fait que les gens sont un peu en retrait dans une situation plus ou moins dite non partisane, mais qui appauvrit plus ou moins le débat démocratique. Et ça... Comment faire pour faire revenir ces intellectuels dans le jeu politique? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de société civile, beaucoup pensent que c'est des intellectuels qui sont là-bas. Mais au fond, quand on regarde bien la question de la société civile, c'est de se rendre compte, comme Abdoulaye a le dire, qu'il y en a qui sont des politiciens encagoulés. Moi, je n'aime pas trop le mot société civile parce que c'est en quelque sorte souvent comme un fourre-tout où on y retrouve du tout. Mais dans tous les pays du monde, la question politique, elle est réglée par les politiques. Il n'y a pas un pays du monde qui soit dirigé par la société civile. À un certain moment, il faut que les intellectuels prennent leurs responsabilités pour remettre le métier à l'ouvrage et être impliqués dans les processus démocratiques qui sont en cours pour pouvoir avoir un impact sur l'orientation de nos pays. Si on ne le fait pas, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ce sont les gens qui sont motivés par d'autres éléments tels que l'accaparement, la recherche de richesse, qui vont s'engouffrer dans cette brèche pour avoir des positions de pouvoir, pour pouvoir accéder à l'État. Parce qu'en Afrique, malheureusement, l'État est une source d'enrichissement
qui attire beaucoup de groupes d'intérêt, que ce soit des intellectuels, mais ce n'est pas les seuls. Il y a d'autres acteurs sociaux qui s'engouffrent dans cette brèche-là pour essayer de capter un peu les ressources qui sont disponibles au niveau de l'État. Donc les éléments progressistes qui sont à l'intérieur de l'intelligence africaine doivent reprendre le processus d'implication politique pour continuer le combat et puis offrir des alternatives profondes qui soient différentes de l'environnement général et qui tiennent compte aussi de la situation au niveau international. Parce que l'Afrique n'est pas isolée et on vit dans un monde globalisé avec des enjeux internationaux, des enjeux locaux. Il faut faire le lien entre les deux pour pouvoir apporter ces éléments de rupture parce que 100 ans après les indépendances, aujourd'hui, la question de fond demeure la question de la libération de l'Afrique, la question des souverainetés africaines. Et pour cela, il faut une souveraineté intellectuelle qui nous permette de nous positionner intellectuellement comme autonomes par rapport à ce qu'on veut faire de nos pays. Aussi longtemps qu'il n'y a pas cette rupture sur le plan mental pour essayer de tracer une autre voie, on est là à gérer des contradictions secondaires, qui va être député, qui va être ministre, qui va être président, alors que chaque fois on se retrouve comme une roue qui tourne à vide. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire les intellectuels? Ils doivent réinvestir les partis politiques? Absolument. Ou ils doivent créer d'autres espaces? C'est à eux de voir le format qui est le plus approprié, mais le fait de rester à distance ne constitue pas une solution. Il faudrait s'impliquer. À toute personne maintenant de choisir le plan le plus approprié. Moi, je pense que partout dans le monde, ce sont les partis politiques qui dirigent. Quand on va avoir un impact, il faut intégrer les partis politiques ou bien en créer d'autres et puis essayer de coordonner un peu les partis, ne pas aller dans une excroissance de tous ces partis-là, se retrouver avec 300 partis, mais essayer de créer des projets politiques qui s'articulent au niveau d'une vision programmatique de transformation de la société. Et là, essayer d'amener le maximum d'intellectuels là-dessus, en collaboration avec les masses populaires, parce qu'il y a un travail de conscientisation de fond qu'il faut faire au niveau des populations. Mais ça ne peut venir que d'une élite qui soit vraiment intéressée à faire avancer les choses, qui ne soit pas intéressée par leur propre bénéfice de ce qu'ils peuvent gagner de ces engagements. Mais ça, c'est ça qui manque le plus et le Sénégal n'est pas la seule exception, c'est un problème général. Les problèmes de fond qui se posent au Sénégal, la plupart des cas, c'est des problèmes qui existent au niveau de l'Afrique. Certaines questions sont des questions sous-régionales, ce n'est pas des questions nationales, donc la solution doit être forcément sous-régionale. Aujourd'hui, avec la crise qui sévit dans la sous-région, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, la question du djihadisme, la floraison des bases militaires qui sont là, qui essaient de se positionner, le processus d'accaparement des ressources, tout ça fait qu'il faut que l'on essaie d'accélérer le processus d'intégration politique qui permettrait de sécuriser un peu l'espace sous-régional, d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue d'une nouvelle orientation, d'une offre politique et économique, de nouvelles orientations qui vont vraiment faire une rupture sélective avec l'ordre néolibéral actuellement dans lequel on est inséré. Aussi longtemps mais tantôt vous parlez des masses populaires qu'il faut les conscientiser, mais est-ce qu'il est possible de conscientiser ces masses populaires avec des partis politiques qui semblent être jaloux de leurs prérogatives politiciennes, d'exclure les intellectuels et de faire jouer la question de l'argent? La question de l'argent est là, mais à mon avis, il faut un peu relativiser parce que ça dépend des situations. Parfois, ça peut avoir un impact, surtout en milieu rural, mais on constate quand même que dans les centres urbains, il y a de moins en moins d'impact du pouvoir de l'argent sur les gens. Parce que les gens quand même commencent à comprendre un peu les enjeux. Et les partis politiques, quand même, quoi qu'on dise, aussi arrivent dans certains cas à conscientiser. Le problème de fond, c'est l'absence d'une offre programmatique. Un projet de société qui puisse attirer, comment faire au niveau de la gestion de l'éducation, comment faire au niveau des processus d'industrialisation qui doit donner du travail aux jeunes. Quelle offre avoir pour que les jeunes puissent se retrouver dans une situation où ils peuvent vivre ici de façon décente sans pouvoir être tentés d'aller à l'extérieur. Ça, ce sont les questions. Et s'il y a des offres qui sont mises sur la table, je pense que les populations seront intéressées à voir plus ce qu'il y a là-dedans pour essayer d'avancer. Mais tantôt, vous disiez que c'est une question holistique africaine qu'il faut élargir. Mais on est dans une situation où vous avez des pays africains qui ont des ressources, qui n'arrivent pas à les exploiter. C'est d'autres qui viennent les exploiter. Une jeunesse qui est dans une défiance par rapport à l'ordre établi. On semble être dans une sorte de bombe un peu partout sur le continent. Comment faire pour prendre ces questions-là en charge? Oui, parce que quand vous voyez
avec les mouvements d'indépendance, avec les mouvements de libération nationale qui ont eu lieu en Afrique, la question de fond, c'était comment récupérer la souveraineté qui a été accaparée par le système colonialiste. Ça, il faut réviser ça, non pas pour s'y complaire, pour essayer de rester scotché au niveau de l'histoire, mais comprendre où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, 60 ans après les indépendances. Est-ce que oui ou non, nous avons fait des progrès significatifs en termes de récupération de nos souverainetés, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan intellectuel? Oui ou non? Sinon, il y a quoi faire pour essayer d'aller dans ce sens-là? Et je pense que c'est ça qui fait que l'Afrique aujourd'hui est insérée dans un processus de mondialisation où il y a un phénomène d'accaparement des ressources qui attire toutes les puissances. En premier, les puissances occidentales. Deuxièmement, les nouvelles puissances émergentes qui aussi veulent leur part dans le gâteau africain. C'est aux populations maintenant africaines de voir maintenant où sont leurs intérêts. Comment négocier dans cet ordre mondial libéralisé des alliances tactiques, stratégiques pour pouvoir aller de l'avant. Mais on ne peut pas continuer à se contenter d'une situation où les multinationales viennent et puis extraire un peu les ressources nationales pour aller les transformer alors que les pays se retrouvent avec des miettes. On se contente parfois de RSE par là, des taxes sur les mines, des trucs comme ça. Alors que la question de fond, c'est avoir le ownership, la propriété sur ces ressources-là. Et récemment, je parlais d'une proposition qui voudrait que peut-être la diaspora sénégalaise, la diaspora africaine a un rôle à jouer là-dessus. Une fois que l'environnement est normalisé et sécurisé, il n'y a rien qui empêche tous les sportifs qui évoluent aujourd'hui dans le monde et qui ont un pouvoir d'achat bien précis de venir investir dans le pays et puis avoir dans les capitaux des sociétés stratégiques comme la télécommunication, les mines, les infrastructures et des parts importantes et éviter que ces sociétés soient contrôlées par des intérêts étrangers qui vont rapatrier tout le truc. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, la question de la participation, même des gens qui sont à l'intérieur du secteur privé national, il faudrait qu'il y ait un peu une implication beaucoup plus offensive, beaucoup plus osée de ce secteur privé pour pouvoir prendre en charge le processus de création d'emplois. Parce que sans la création d'emplois, les jeunes sont déboussolés, sont désœuvrés et ne voient pas d'alternative autre que d'émigrer ou bien de sortir du pays. Alors que ça, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de rester ici, de vivre ici, surtout qu'on a tous les éléments constitutifs qui devraient nous permettre de créer les conditions d'une vie décente, au moins à la limite. Mais justement, est-ce que la diaspora doit attendre qu'on l'organise ou bien c'est à elle de s'organiser, de venir imposer le rapport de force dans les pays africains pour s'imposer? Quand on regarde à travers le monde, la diaspora sénégalaise, si on prend l'exemple, dans tous les secteurs névralgiques du monde, vous voyez des Sénégalais qui ont des compétences extraordinaires. Mais pourquoi elles ne s'organisent pas? Pourquoi elles ne se mettent pas en place un système où elles peuvent venir au Sénégal, imposer le rapport de force et ensuite s'imposer? Le problème, c'est qu'il y a une part de responsabilité qui peut être faite par la diaspora, mais c'est à l'État d'organiser tout ça, parce que le pays est géré par un État. Cet État-là doit Mais vous savez bien que l'État du Sénégal ne veut pas de cette organisation-là, parce que le pouvoir est jaloux de ses prérogatives. Ils ne vont pas dans cette alternative. Est-ce que ce n'est pas la diaspora elle-même de s'organiser pour venir imposer le rapport de force? C'est pourquoi c'est impliqué, politiquement. C'est pourquoi la diaspora, si vous regardez bien, la diaspora est de plus en plus active sur le plan politique. Nous-mêmes, nous avons été des co-acteurs du mouvement des assises nationales en 2008. Nous avons participé aux luttes pour la première alternance en 2000. Donc, en conjonction avec les mouvements politiques et puis les opérations politiques qui se passent à l'intérieur du pays, il peut y avoir une jonction à un certain moment qui va faire basculer les choses vers un nouvel environnement qui va ouvrir les portes pour que les éléments de la diaspora puissent revenir. Parce qu'on a beaucoup de problématiques au niveau de la diaspora. On a des jeunes. Maintenant, un exemple, c'est la question des retraites. Les gens travaillent, il y a des centaines de milliers de Sénégalais qui sont dans la diaspora, qui travaillent et qu'une fois qu'ils partent à la retraite, n'ont pas accès à leur cotisation au niveau des caisses de sécurité sociale. Ça, c'est des questions bilatérales que l'État du Sénégal a le devoir de négocier avec les pays d'accueil pour créer les conditions. Ici ou bien à l'extérieur? À l'extérieur. Ah, ils n'arrivent pas à toucher leur... Non, quand ils rentrent au pays, ici. Ils ont des problèmes pour avoir... Voilà, pour qu'on ait à bénéficier, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie au niveau des caisses de retraite. Ça, c'est une doléance qui a été mise à la table au niveau des assises nationales. L'autre élément, c'est que la diaspora, au moins les couches intellectuelles, peuvent contribuer au niveau de l'éducation. Maintenant, les technologies permettent aux gens d'être vraiment actifs
au niveau de l'éducation à distance, et que si c'est bien organisé, mais ça, comme je disais, c'est à l'État d'organiser cet espace-là pour que les gens qui sont des professeurs dans des domaines de pointe au niveau de la technologie, au niveau de la science, puissent mettre leur connaissance et puis leur expertise à la disposition du pays, parce que ce serait vraiment une source de fierté pour nous de pouvoir contribuer, parce qu'on a beaucoup reçu du pays, ce qui a fait qu'on est parti à l'étranger. Comment créer ces conditions-là? C'est à l'État d'organiser. On continue de faire d'ordonnances. C'est pourquoi nous aimerions que les forces politiques qui compétissent pour les élections législatives puissent se prononcer par rapport à ces propositions précises. Ça, ce sont les questions que nous nous demandons. Quelle offre ils ont par rapport à ces questions de la diaspora? Mais au-delà de la question de la diaspora, il y a une question nationale. La question de la pauvreté dans le pays. Comment faire pour que les gens puissent vraiment orienter l'agriculture dans un domaine, dans une direction différente, qui permette de faire vivre la population. Parce que ça, un pays doit être en mesure de créer les conditions de sa propre alimentation. Et l'exemple de Thomas Sankara au Burkina Faso est un bon exemple, parce qu'il a pu montrer en l'espace de 4 ans comment il était possible d'engager la population dans un mouvement massif de rupture par rapport aux questions de dépendance. Et ça, c'est des questions de leadership politique, de volonté politique. C'est pourquoi il est fondamental que les gens puissent s'impliquer sur le plan politique pour pouvoir apporter ces ruptures-là. Et c'est en relation avec la question de l'impunité qui se pose, parce que j'ai parlé de Thomas Sankara, mais on a vu comment il a fini sa vie. Et malheureusement, la question de l'impunité est une question centrale, même au niveau du Sénégal. Ce qui se passe au niveau de certains les problèmes qu'on a au niveau des hôpitaux, au niveau de la gestion, de la gouvernance du pays, la question de l'impunité est omniprésente. Et sans la résolution de cette question-là, il est difficile de faire des bons en avant, parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet de rupture radicale par rapport à l'ordre ambiant, souvent les leaders sont assassinés. Donc comment s'organiser pour mettre fin à cette culture d'impunité, que ce soit une impunité sur le plan des crimes économiques, sur le plan des crimes de sang. Ça, c'est une question fondamentale qu'il faut résoudre pour créer vraiment un espace démocratique apaisé où les projets de société pourront compétir pour offrir une alternative aux populations. Oui, parce que la question de la gouvernance et de la justice sont centrales dans cette lutte-là. C'est central et c'est lié. C'est pourquoi parfois il y a certaines personnes même qui se demandent est-ce qu'au niveau du Sénégal, ce ne serait pas temps d'aller vers l'établissement d'une assemblée constituante qui partirait des conclusions des assises nationales et puis de la CNRI comme base de départ, et puis élargissent la réflexion, parce qu'à l'époque, le PDS n'était pas partie prenante des assises, mais aujourd'hui, 10 ans après la perte du pouvoir, peut-être qu'il serait intéressé à venir contribuer à élargir cette base de consensus-là au niveau des assises, qui serait un socle de refondation de notre modèle démocratique. Donc il faut dépoussiérer les assises nationales, reprendre le travail, remobiliser tout le monde autour de ces questions fondamentales. Il faut faire des ajustements, les petits ajustements nécessaires, mais parce que le fond du problème a été déjà diagnostiqué. Donc on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il faut juste faire des ajustements nécessaires, incorporer les personnes qui n'étaient pas impliquées pour élargir la base consensuelle et puis aller vers cette transformation radicale. Aussi longtemps qu'on fait ça, on est en train de tourner en rond, et puis la question démocratique, elle est importante juste dans la mesure où elle permet d'apaiser l'espace politique qui permettrait vraiment de faire émerger des alternatives politiques. Parce que la question, comme je dis, c'est une question politique. La question, elle n'est pas technique, elle n'est pas technocratique. Ce n'est pas une question d'avoir des experts qui vont venir régler la question du Sénégal. Il faut vraiment une vision politique de comment négocier notre présence au niveau mondial, pour l'Afrique. Comment déconnecter nos aspirations et puis notre vision par rapport à ce que les autres veulent. Il nous faut définir nous-mêmes ce que nous voulons en termes sur le plan culturel, sur le plan éducatif. Il nous faut décoloniser le système éducatif. Il nous faut faire des choix sur la nouvelle orientation qui devrait aller vers les sciences et les technologies, parce que c'est là où le monde évolue. Moi comme vous avez dit, à l'époque, le fait que je suis à l'étranger, c'est dû au fait que, par exemple, en 1991, quand j'ai fait ma spécialisation en intelligence artificielle, il y avait très peu de possibilités pour moi de venir au Sénégal. C'est dans ces conditions-là que je me suis retrouvé à l'étranger. Mais aujourd'hui, on est dans une posture où on ne peut donner quelque chose en retour en essayant de partager nos connaissances, nos expertises, nos expériences avec les populations qui nous ont tout donné dans ce pays, dans cette vie. Et ça, encore une fois, il faut l'organiser. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Et ce sera le résultat de lutte politique,
pour imposer ça, une nouvelle orientation au niveau de l'État qui va reconfigurer l'espace politique, l'espace étatique et puis permettre à mais ce qui est surprenant, c'est que vous parlez d'assises nationales. Aujourd'hui, si on regarde la configuration politique au Sénégal, la plupart des partis de gauche qui étaient partie prenante des assises nationales sont dans le gouvernement. Mais on ne les entend plus. On ne les entend plus parce que le système en tant que tel, c'est un système présidentialiste, hyper présidentialiste. Et c'est ça qui a été diagnostiqué par les assises, qu'il fallait transformer. Donc, même étant à l'intérieur du régime qui est sur place, je ne pense pas qu'ils aient une marge de manœuvre significative pour pouvoir influer sur la marche du pays. C'est pourquoi il nous faut quitter le système hyper présidentialiste pour aller un peu dans un système où les différents pouvoirs sont un peu équilibrés et avec une autonomie de ces différents pouvoirs pour pouvoir aller de l'avant. Mais je ne pense pas que même nous qui sommes à l'étranger et qui avons participé aux assises, on a peu de prise pour faire imposer ces décisions-là, bien que nous sommes convaincus que c'est la seule issue possible et qu'on ne peut pas s'en passer. Tôt ou tard, il va falloir revenir à ces consensus de base pour amorcer les processus de refondation de notre pays. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une question culturelle? La façon dont les gens apprennent le pouvoir dans nos pays, la façon de gérer le pouvoir, de façon personnelle, même le comportement que les dirigeants ont vis-à-vis du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une question aussi sociologique et culturelle qu'il faut gérer? Absolument, vous avez raison, c'est une question culturelle, c'est une question sociologique, mais les questions culturelles et sociologiques ne sont pas statiques. Ces questions sont évolutives en fonction de l'évolution de la société. Donc c'est pourquoi vous avez soulevé au début la question de la pauvreté du débat politique à un certain moment. Mais c'est dans la dynamique des luttes politiques de transformation qu'une nouvelle culture émerge. Cette nouvelle culture va créer une nouvelle vision et puis c'est à travers cette vision-là que les gens vont s'engouffrer pour essayer d'aller dans une direction différente. Vous la sentez, cette nouvelle culture chez les jeunes aujourd'hui, sénégalais, jeunes africains? Vous la sentez? Il y a un besoin d'une chose différente. Là où il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas le leadership qui leur permet d'avoir cette vision à long terme. Parce que vous avez constaté un peu ce qui s'est passé récemment en Tunisie, en Égypte, au Burkina Faso, où il y a eu des insurrections populaires qui ont enlevé un peu les régimes qui étaient en place. Mais la question les insurrections ne résolvent pas le problème. Ce n'est pas ça la solution. Il faut une vision politique de transformation. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au pouvoir? Si on n'y réfléchit pas avant et qu'on vient pour gérer la situation telle qu'elle existe, on tourne en rond, mais on ne va pas plus loin. Et les jeunes sont handicapés par le fait que les classes intellectuelles se sont retirées de l'espace politique, alors que c'est elles qui devaient être à l'avant-garde, comme ce fut le cas pendant les mouvements de libération nationale, comme ce fut le cas au niveau de l'indépendance. Toutes les personnes qui étaient au niveau de ces mouvements-là, c'était des jeunes, des intellectuels, comme les Amilcar Cabral, les Kwame Nkrumah, tout ça. C'est eux qui donnaient un peu le tempo pour amener le reste de la population vers des étapes nouvelles. Et là, c'est dommage que les intellectuels sont en retrait. Et puis c'est ça qui fait que... On ne trouve plus dans la société des Amilcar Cabral, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, il n'y en a plus. Il y en a, mais ça aussi, comme je dis, c'est à travers la lutte que le leadership émerge. Le leadership n'émerge pas ex nihilo du vide. C'est pourquoi il est important que les gens s'impliquent. C'est dans la dynamique de la lutte qu'on voit émerger de nouvelles têtes, de nouvelles figures, avec de nouvelles visions, avec de nouvelles perspectives de transformation, qui certes vont se baser un peu sur ce qui a été expérimenté déjà dans le passé, mais en étant possible d'identifier les insuffisances, les limites. Quand je parle de Thomas Sankara, ce n'est pas dans une vision romantique de romantiser les choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est un exemple pour la jeunesse africaine aujourd'hui. Vous parlez des jeunes, souvent ils prennent Thomas Sankara en référence, mais ils n'ont pas les outils pour aller plus à fond. Qu'est-ce que les gens ont fait au Burkina Faso? Quel est le travail préliminaire qui a été fait même avant l'arrivée au pouvoir? Quand ils sont arrivés au pouvoir, pendant les 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'action du gouvernement à la tête de Thomas Sankara pour impulser les changements qu'on a observés au niveau du Burkina Faso? Donc ça, c'est malheureusement... Mais l'impression qu'on a en Afrique, à chaque fois qu'il y a ces petites individualités qui commencent à naître, il y a très rapidement une puissance étrangère qui les annihile, qui arrive à les détourner soit de l'objectif qu'ils voulaient faire, ou à les neutraliser. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la question centrale, l'importance de la lutte contre l'impunité. Parce que l'impunité, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y ait des alternatives qui émergent et que des forces étrangères, en collusion
souvent avec des forces intérieures, arrive à déstabiliser et à éliminer ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faudrait faire en sorte que, quand il y a une nouvelle alternative qui émerge en Afrique, que les populations soient suffisamment aguerries, organisées, politiquement formées pour servir de bouclier et identifier à l'intérieur même de leur société quelles sont les forces qui potentiellement pourraient être hostiles à des changements radicaux au niveau de la société. Parce qu'il y en a. On ne peut pas dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, la société sénégalaise, on veut tous la même chose. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Il y en a d'autres qui ont intérêt, c'est la jeunesse, ce sont les femmes, ce sont la majorité de la population. Comment faire pour que ces jeunes, ces femmes-là soient organisées de façon, de telle sorte que ces forces sociales arrivent au pouvoir, effectuent un contrôle sur le leadership qui aura en charge les destinées du pays. Ça, c'est important. Est-ce que les forces religieuses ne sont pas aussi des forces inhibitrices? Il y a des forces religieuses qui sont des forces inhibitrices. C'est pourquoi aussi là, pour considérer le parallélisme des formes, il faudrait qu'à l'intérieur de ces forces religieuses-là, qu'on identifie les forces progressistes. Il y en a qui sont là, qui doivent prendre en charge de contrecarrer les velléités de maintien de certaines populations dans un certain carcan socio-culturel. C'est le même combat qui doit se passer au niveau des intellectuels. Les progressistes doivent se battre contre les gens qui veulent nous mener vers l'arrière. Au niveau de la jeunesse, c'est pareil. Dans tous les segments de la société, il y a des différenciations sociales qui font qu'il y en a certains qui ont intérêt à ce que les choses bougent, il y en a d'autres qui ont intérêt à préserver le statu quo. C'est à travers cette lutte-là pour changer les choses qu'on va voir quelles sont les forces sociales qui vont être victorieuses pour essayer d'amener les changements nécessaires. Ahmed Lo, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Questions Directes. Je rappelle que vous êtes détenteur d'un master en intelligence artificielle et programmation avancée, un diplôme que vous avez obtenu à Paris, que vous êtes aussi militant panafricaniste, membre de la section Toronto de Grilla, groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, que vous êtes aussi un consultant, que vous travaillez beaucoup sur des questions stratégiques de développement en Afrique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.